je vous propose de passer maintenant au troisième module, qui est celui que va animer Robert Bogliolesi. Robert Bogliolesi, je le présente rapidement. Il est nivologue de haut niveau. C'est un des nivologues européens les plus connus. Je vous rappelais tout à l'heure qu'il a été le leader de l'équipe BBCM qui a fait publier le PPRA de Chamonix, qui est plongeant entre 2011 et 2015, qui est un bon PPR, qui est un PPR lisible, qui est un PPR compréhensible. On a un grand plaisir. Nous avions rendez-vous à la mairie de Chamonix il y a de ça un mois avec Robert Bogliolesi et moi-même pour parler de différents sujets. Et dans la carte, dans la salle où se réunit la commission de sécurité, les 4 cartes réglementaires du PPRA sont affichées en permanence. Donc, lorsque la commission de sécurité se réunit, les 15-20 personnes qui en font partie vont se pencher sur la première carte pour dire attention, voilà ce secteur-là, oui, c'est celui-là qu'il va falloir peut-être évacuer, avertir ou autre. Donc, voilà comment fonctionne, à quoi servent ces cartes pour les gens qui ont à s'en servir. Au-delà des documents qui restent dans les dossiers, c'est un document de travail, la carte réglementaire du PPRA à Valence. Bon. Alors, il est docteur en sciences, diplômé de l'École polytechnique de Lausanne, mondialement connu. Il est DHDR, je ne sais plus très bien ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il est habilité à soutenir, à aider les étudiants à passer leur thèse à l'Université de Grenoble, et il est directeur du bureau d'études météorologiques qu'il a créé. Il est par ailleurs auteur de nombreux ouvrages sur la neige, du plus charmant et du plus intéressant pour le grand public, découvrir la neige, les fleurs hivernales et les ouvrages les plus pointus, dont le dernier qui est paru sur la stratigraphie de la neige. Là, c'est vraiment très pointu, c'est plein d'intégrales au 3e degré que le public de base a du mal à suivre, dont le contenu est passionnant. La protection des routes, c'est un ouvrage qui date il n'y a pas longtemps non plus. Voilà, donc il en parlera comme il l'entend. Et je lui passe tout de suite la parole. Il va nous présenter quelles mesures prendre dans les communes pour se protéger, et pas que sur les communes. On a vu tout à l'heure que les routes étaient aussi attaquées, étaient sujettes au risque d'avalanche. Elles le seront notamment pendant les Jeux Olympiques, où les dizaines de milliers de spectateurs qui vont venir, ils ne vont pas tous habiter dans la commune où se passeront les Jeux, mais ils vont circuler d'un village à l'autre. Pourquoi? Parce que l'hébergement sera moins cher à 15 km de là, que le matin on passera à tôt, et que si les routes ne sont pas protégées, s'il y a beaucoup de neige, il y aura des vrais problèmes de sécurité. Voilà, Robert, je vous passe la parole. Oui, alors bonjour à tout le monde. Voici quelques réflexions sur les méthodes et outils d'alerte qui viennent d'une certaine pratique et puis d'une expérience assez longue auprès des communes. Tout d'abord, j'aimerais relever la grande pertinence, j'ai trouvé, des propos de Jérémy Vallas, maire de Valorcine, lorsqu'il indique que la gestion se fait au quotidien en fonction de la situation en cours. Et c'est assez difficile, évidemment, au jour le jour, de ne pas se tromper et de donner des bons diagnostics. En cas de danger imminent, il faut donc lancer l'alerte. Mais là, on rencontre 2 difficultés. D'abord, on doit éviter absolument la fausse alerte parce que c'est un élément qui est très néfaste. Un premier ordre d'évacuation sans avalanche, puis un deuxième, puis un troisième, et ensuite la population devient très réticente à l'évacuation, par exemple. Donc il faut essayer de limiter au maximum le nombre de fausses alertes, et en même temps, il faut éviter évidemment l'alerte manquée, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas vu arriver un danger d'avalanche et l'avalanche se déclencherait et ferait des victimes. Donc la fausse alerte est très néfaste, l'alerte manquée est fatale, donc c'est un exercice qui est vraiment difficile. Et puis pour assurer une certaine fiabilité de l'alerte, on peut se dire qu'il y a 2 conditions à respecter. D'une part, il faut procéder avec méthode. On a entendu parler de protocole ou de procédure. Et l'intérêt d'avoir des procédures, c'est qu'on peut tracer les actions qu'on fait dans le but de
d'améliorer les méthodes. Et enfin, il faut disposer d'outils qui facilitent la tâche parce qu'il y a un problème d'urgence, il y a énormément de données à prendre en compte et en ayant des outils, on travaille mieux et plus vite. Alors, dans les slides qui suivent, je propose de lister les méthodes et les outils, d'une part pour suivre les conditions au niveau météorologique, ensuite pour analyser la situation et décider, et enfin pour alerter la population. On doit bien considérer finalement que le message qu'on envoie, c'est l'aboutissement d'un long processus qui commence par le suivi des conditions au niveau météorologique. Alors pour suivre ces conditions, il faut s'informer et ou observer. Et là, les méthodes et les outils sont divers et variés, des plus simples aux plus sophistiqués, des moins chers aux plus coûteux. Alors pour s'informer, bien sûr, les communes disposent du BERA, le bulletin d'estimation du risque d'avalanche, qui est émis chaque jour par Météo France et qui donne une information générale sur le danger d'avalanche au niveau de la région. Ensuite, on a des bulletins météorologiques, on a des applications météo avec des notifications et on a aussi des applications dédiées. Alors avec ces différents éléments, on peut se tenir informé assez facilement à moindre frais tous les jours. Pour aller plus dans le détail, bien sûr, il faut observer les conditions locales. Et là encore, on a différentes possibilités. On peut procéder à des relevés manuels. Ces relevés manuels peuvent être effectués en altitude, mais ils peuvent aussi être effectués au bord de la route qui amène au centre du village. Ils peuvent être effectués à proximité du village par beaucoup de personnes différentes. Ça peut être les pisteurs secouristes de la station, ça peut être les agents du déneigement, ça peut être les agents de la commune. Donc, pour les relevés manuels, on a beaucoup de possibilités pour obtenir des informations de bonne qualité. On pense toujours que c'est très important d'avoir des données en altitude. C'est vrai, bien sûr, mais les grandes avalanches se produisent lorsqu'on a beaucoup de neige en altitude et en même temps beaucoup de neige à basse altitude. Donc, le fait d'avoir des relevés au centre du village ou au bord de la route est également très important. On peut ensuite utiliser des webcams qui sont soit pointés vers le paysage en général, soit vers des perches, ce qui permet d'avoir des indications sur des hauteurs de neige. On peut avoir des relevés automatiques collectés par des stations de mesure autonomes et on peut avoir des analyses automatiques d'images provenant de caméras. Donc, on a beaucoup de possibilités pour observer, encore une fois, d'une manière très simple, très rudimentaire, mais toutefois efficace, et en employant des outils sophistiqués. Alors, voilà quelques exemples. Un parc de mesure manuel, vous voyez, ça se résume à peu de choses. C'est simplement un parc qui est délimité avec quelques jalons et une corde pour éviter que les gens viennent marcher à l'intérieur de ce parc de mesure. Et puis là, on peut manuellement mesurer les températures, les hauteurs de neige en 24 heures ou en 12 heures, les hauteurs totales de neige, l'enfoncement d'un tube de sonde, etc. Ce genre de parc peut s'installer en vallée, près des refuges, près des remontées mécaniques, près des routes. C'est donc très très facile d'avoir des relevés assez complets avec ces parcs manuels. On voit sur l'image de droite un parc qui a été installé ici à Chamonix, près du plan de l'Aiguille, dans une zone où la neige s'accumule avec le vent, ce qui permet d'avoir une hauteur de neige accumulée par le vent. Ces relevés sont des relevés de surface. Donc on ne connaît pas la structure d'un manteau neigeux. Et pour avoir davantage de détails, on peut procéder à des relevés complémentaires qui sont effectués, si possible, à proximité des zones de départ des avalanches et qui permettent d'avoir une sorte de radiographie du manteau neigeux et ce qui va compléter les relevés de surface. Voici quelques exemples de relevés avec des perches à neige. Alors, sur les images de droite, on voit d'une part une perche qui a été installée également ici à Chamonix, avec des sortes de barreaux qui permettent, avec des jumelles à distance, d'avoir une évaluation de l'épaisseur de neige en altitude. Et puis, en petite vignette, on voit un dispositif qui a été installé à Verbier, avec une planche à neige, une webcam qui pointe sur cette planche à neige et qui permet d'avoir en temps réel les précipitations toutes les 24 heures, là aussi à moindre frais. Tout à gauche de l'image, on voit un schéma qui indique comment installer ces perches à neige. C'est aussi très facile, ça ne demande pas de béton, il suffit de faire un trou, d'y mettre un tube dans lequel on peut ensuite positionner ces perches. C'est donc
efficace et, une fois encore, peu coûteux. Maintenant, on vient dans des dispositifs un peu plus sophistiqués, avec les stations de mesure automatiques. Souvent, on distingue des mesures de la neige et des mesures du vent. Alors, les centrales de mesure de vent, comme on voit à droite, sont plutôt positionnées sur des points hauts qui sont favorables à la mesure du vent et évidemment, par conséquent, pas à la mesure de la neige. C'est pour ça qu'on installe des stations de mesure de la neige, comme on voit à gauche, où là, le vent sera moins bien mesuré, mais par contre, on aura une bonne estimation de la hauteur de neige. Ici, à proximité du col des Montets, on voit une station de mesure automatique qui était une station de référence, où on mesure convenablement des chutes de neige, des accumulations de neige qui ne soient pas perturbées par le vent. Et ici, une station de mesure automatique qui est toute proche d'une zone de départ d'avalanche. On voit sur l'image de gauche l'emplacement de la station et cette avalanche, qui est l'avalanche du Petit Cervin, qui part juste en dessous. Donc, on peut avoir une mesure de hauteur de neige, de vent, de température à proximité même du départ de l'avalanche, ce qui est très précieux. Alors, on monte encore un petit peu dans la sophistication, avec ici un réseau de stations de mesure automatiques, avec à la fois 2 stations de neige à proximité des zones de départ d'avalanche, une station de référence pour bien mesurer les enneigements et les hauteurs de neige fraîches à proximité des zones de départ, et enfin, un petit peu décalé, une station vent qui permet d'avoir les vents non perturbés, ce qui aide à prévoir les accumulations de neige transportées par le vent. Alors, je passe au point 2 maintenant, l'analyse et la décision. Et là encore, il s'agit soit de consulter, soit d'établir un diagnostic. Et comme pour l'observation, on a différentes méthodes et différents outils qui sont plus ou moins sophistiqués, plus ou moins simples à utiliser et à mettre en œuvre. Alors tout d'abord, pour consulter, on a à nouveau le BERA, qui non seulement donne un indice de danger, mais indique aussi les pentes les plus concernées, les altitudes de départ possibles, les types de développement, les types de déclenchement, pardon. Et on a toujours ces bulletins météorologiques à plus long terme. Et là, on n'établit pas un diagnostic, mais on consulte un diagnostic. Maintenant, on peut aussi l'établir. Et là, on a 2 grandes façons de faire. Soit on se réfère à une procédure de diagnostic qui est préétablie. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure qui peut être assez simple. Soit on peut mettre en œuvre des mesures de PLRA, prévision locale du risque d'avalanche. Les ressources humaines mobilisables sont variables selon la solution qui est choisie. On peut avoir recours à des observateurs locaux, à des conseillers techniques, des sociétés privées, Météo France, de RTM, selon les départements, avoir des appuis ponctuels de la part des services de piste, des PGHM, des guides de montagne, et puis bien sûr la commission communale de sécurité qui réunit les principaux sachants de la région pour prendre les bonnes décisions. Alors voilà un exemple de procédure préétablie qui est simple. On voit qu'on a 2 entrées principales, le danger régional qui est indiqué par le BERA de Météo France et le danger local qui est apprécié à partir de seulement quelques données, comme la hauteur de neige mobilisable, comme le fait que les couloirs soient remplis de neige seulement dans la partie haute ou dans la partie haute et dans la partie basse, et que dans le cas présent, on a une digue de déviation qui est soit vide, soit comblée. Alors si je prends un exemple ici, admettons qu'on ait un risque 4 qui soit annoncé, et que localement, on ait beaucoup de neige, que les couloirs soient remplis, et que la digue de protection soit partiellement comblée, là, on recommande de préactiver le plan d'alerte avalanche, ce qui signifie de renforcer la surveillance, de mettre en alerte l'équipe qui est chargée d'appliquer le plan de sécurité, de réunir la commission de sécurité, de préparer les voies d'évacuation, de préparer l'hébergement des gens qui peuvent être déplacés, de déplacer les véhicules en stationnement, de curer la tourne si possible, etc., etc. Alors, à l'aide de ces procédures très simples, c'est juste une matrice qui peut être affichée dans la salle de décision. On a déjà un cadre de décision et ensuite, à partir des avis des acteurs locaux, parfois, on peut prendre une décision qui sera bien argumentée. Ensuite, on peut mettre en œuvre des outils plus performants, comme ici,
un logiciel de prévision du risque d'avalanche qui est basé sur l'analyse des journées analogues du passé. Et enfin, on arrive au troisième point, l'alerte proprement dite, en se rappelant que l'alerte est une opération qui est technique, qui est aussi technique que les deux opérations précédentes, qui étaient d'observer et d'analyser. Et là encore, comme dans les deux cas précédents, on a beaucoup d'outils disponibles. On a les affichages par des panneaux lumineux. Vous avez deux exemples en dessous. Alors, image de gauche, on voit un panneau qui indique qu'on a un danger avalanche. Et sur ce panneau, on a un volet mobile qui peut être posé pour dire que le danger il est réel pendant les 24 prochaines heures, par exemple. Donc, c'est très simple, très peu coûteux, très efficace. On a des panneaux lumineux, et aussi très efficaces. On peut procéder à des annonces par radio locale, TV locale, Internet, SMS, applications de messagerie, réseaux sociaux. Et puis, évidemment, on a des automates d'alerte, solutions extrêmement performantes, et les applications d'alerte. On en parlera tout à l'heure dans une autre présentation. Alors, en conclusion, le message que j'aimerais passer, c'est que la réduction du danger d'avalanche est un objectif réaliste pour toutes les communes de montagne, mais que les stratégies et les outils de sécurisation sont divers, variés, doivent être adaptés aux conditions locales et aux moyens à disposition dans la commune. Une commune qui veut améliorer sa gestion du risque ne doit pas nécessairement engager des financements très importants pour avoir déjà des bons résultats. Le troisième point, c'est que les moyens de protection temporaire, donc j'exclus les paravalanches permanents, ces moyens de protection temporaire qui consistent à pouvoir informer les gens, à pouvoir confiner et évacuer, ils sont très efficaces et peu coûteux. Et ça veut dire qu'une sécurisation qu'on peut appeler basique en termes de moyens, elle est possible à moindre coût, mais que dans tous les cas, une procédure préétablie est indispensable. Et puis comme rappel, je dirais que le PPR, la CLPA sont des bases précieuses. On a déjà parlé à plusieurs reprises de la cartographie. Comme disait M. Vallas, on ne peut pas se baser simplement sur une cartographie pour prendre des décisions au jour le jour, parce que l'extension des avalanches, évidemment, dépend des conditions du jour, mais c'est quand même des bons éléments de référence, et c'est intéressant de s'y référer pour gérer au quotidien le danger d'avalanche. Voilà. Bien, merci pour toutes ces précisions qui nous mettent en bouche. Alors, je vais poser la question maintenant aux acteurs de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, Chamonix, les Ouches, Valorcine, ce qu'ils ont fait de toutes ces bonnes idées et comment ils les ont mises en pratique. Alors, au fil des années, ça s'est mis en œuvre et nous en sommes très heureux. Ça n'a pas toujours été facile, on n'a pas eu toujours des rapports aisés ensemble, mais je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à quelque chose qui est satisfaisant, qui nous satisfait, et je crois qu'il est satisfaisant, bien sûr, pour les élus et pour la population derrière, parce que c'est au final qui subit les conséquences lorsque les choses ne passent pas, et lorsqu'elles n'ont pas été prises dans le bon sens. Voilà. Alors, Monsieur Jacot, si vous voulez bien nous faire part de vos impressions et nous dire comment ça s'est passé, comment ça se passe à Chamonix maintenant. Et puis on verra aussi M. Vallas et M. Gobert et M. Bèche. Alors oui, c'est effectivement là quand j'entendais le début de la réunion, c'est exactement ce que je me disais en vous écoutant, maître, avec un grand intérêt. Et c'est souvent un petit peu le problème qu'on a, c'est qu'on essaye de mettre les choses dans des tiroirs, de faire des choses très carrées administrativement, mais qui ne correspondent pas forcément à la réalité du terrain. Et voilà, je n'ai pas malheureusement, mais je n'ai pas les compétences de Robert. Mais voilà, effectivement à Chamonix, alors on a la chance. On a la chance quand même d'être extrêmement soutenu par la Comcom, par la commune de Chamonix. On est extrêmement soutenu et on a créé un petit groupe d'observateurs qu'on appelle les observateurs niveau. J'ai bien des observateurs, nous ne sommes pas des analystes. Nous sommes observateurs, donc on est quand même formés sur la nivologie. On est tous guides de haute montagne parce qu'on est amené
précisément à faire des études du manteau neigeux dans des domaines qui ne sont pas sécurisés, donc l'opposé des domaines skiables. Voilà, je tiens à être précis là-dessus, quand même. On a pris un petit peu le relais de Robert, donc qui disait effectivement avoir pendant de nombreuses années fait ces mêmes études sur le lieu précis du col des Montets. Donc le petit groupe de niveau observateur. Ah, oui, pardon, oui, voilà. Et là, est vraiment pour prendre pour prendre des infos, et on a plusieurs missions que je vais pouvoir vous détailler un petit peu. Juste en avant-propos, je voudrais quand même vous dire que l'année dernière, qui n'a pas été une saison très remarquable au niveau des quantités de neige, Monsieur Bourdet disait qu'effectivement, à l'automne dernier, il y avait eu énormément de neige, ce qui n'est pas tout à fait faux, voilà, mais à Noël, il n'y avait plus rien. Voilà, bon, c'est juste un petit détail, hein. Mais voilà. Donc et que les observateurs niveau, pour autant, qui auraient pu avoir un petit peu moins de travail l'année dernière, justement face au manque de neige, et puis en fait, il y a eu très peu de phénomènes avalancheux, sauf malheureusement en fin de saison. Là, il y en a sur un week-end particulièrement, ça a été assez dramatique, et dans plusieurs massifs en plus, pratiquement spontanément. Le groupe niveau a quand même effectué 108 jours, alors je dis bien pour la Comcom et la commune de Chamonix, 108 jours d'observation. Oui. Voilà. Je parle bien de la Comcom. Voilà. Mais nous travaillons pour les deux, et pour la Comcom et pour la commune de Chamonix. Donc voilà, ça nous a permis quand même de faire 108 jours d'observation sur le terrain, ce qui veut dire que même quand il y a des hivers qui ne semblent pas fort enneigés, eh bien on essaye de rester vigilant. Donc le but de nos observations, parce qu'on a plusieurs degrés d'observation, le but est simple, c'est soit de mesurer effectivement des quantités de neige après des précipitations, soit de découvrir, Robert peut-être pourra prendre le relais s'il a encore 5 minutes, sur la recherche d'une instabilité du manteau neigeux, à savoir, peut-être que vous avez entendu parler de ce genre de choses, mais à savoir la détection d'une couche fragile et quelle incidence ça peut avoir. Donc on a un peu de matériel en place. Les premières données ne demandent pratiquement aucun matériel, à part une perche en bois graduée et une petite planchette. Donc ça, c'est la première mission que nous avons, c'est qu'on a des représentants dans chaque village. Donc c'est et qui tous les matins, enfin pas tous les matins, mais après chaque précipitation, quelle que soit la nature de la précipitation, je tiens bien à le dire, que ça soit de la neige ou de l'eau, on relève donc ou la quantité d'eau ou la quantité de neige, donc en cumul par ce qu'on appelle la perche. Et puis l'appréciation de la chute de neige dernièrement tombée. Et là, on utilise une planche précisément pour mesurer cette quantité de neige dernièrement tombée. Donc voilà, à chaque intempérie, on récolte ces informations de Valorcine aux Ouches. En plus de ça, on a des informations aussi par les services des pistes des stations, qui ont aussi des stations météo, donc qui nous donnent, voilà, Flégère, telle altitude ce matin, température, type de neige, sens du vent, quantité de neige, enfoncement piéton, enfin voilà des données très très classiques, mais qu'on a systématiquement. Et puis en dehors de ça, donc on a aussi des missions sur le terrain, on fait ça par binôme, pour la sécurité, parce qu'on se déplace en pot de phoque, c'est pour ça qu'on utilise des guides, que tous les observateurs niveau sont guides. Et là, on accède quand même dans des terrains qui peuvent être franchement dangereux, d'où l'intérêt du binôme, quand même, d'autosurveillance, ou plutôt de surveillance mutuelle. Et le travail que l'on fait, toujours d'à peu près dans les mêmes points, pareil, disséminés entre Valorcine et puis le Lachat du côté des Ouches. Bourjas, c'est un petit peu plus difficile pour l'instant, mais on y va quand même une fois dans l'hiver. Et voilà le genre de travail que nous faisons. Là, c'est le thème de la photo. Donc là, on fait un profil, on fait un trou dans la neige.
à une certaine altitude, dans diverses orientations. En général, on fait un nord, un sud, hein, sur un versant ensoleillé qui subit donc du réchauffement, et des versants nord un petit peu plus à l'ombre. On étudie les strates de neige, on les mesure, ces strates de neige, et le plus important, c'est effectivement les deux tests que l'on fait systématiquement, c'est-à-dire on fait un test de fragilité, c'est-à-dire qu'on taille une colonne de 30 sur 30. Donc ça, c'est parfaitement, voilà, c'est complètement européen. Tout le monde fait ça. C'est pas spécial Chamonix, pas du tout. C'est quelque chose qui est reconnu. On fait une colonne, on découpe une colonne de 30 sur 30 avec un code. On tape sur une pelle et on voit effectivement si dans la couche, à quel niveau de cette colonne il y a un effondrement qui laisserait apparaître effectivement une couche fragile. Voilà. Et en fonction du nombre de couches, je ne vais pas partir dans les détails, mais en fonction du nombre de coups qu'on donne sur la pelle, eh bien voilà, on a une fragilité plus ou moins grande. Ça, c'est le test de stabilité. Ce qu'on y ajoute maintenant systématiquement, c'est un autre test qu'on appelle un test de propagation. Parce qu'effectivement, on a remarqué que dans le manteau neigeux, il peut y avoir une instabilité, mais le deuxième phénomène, c'est un phénomène de propagation. C'est-à-dire que cet effondrement de la couche fragile va s'arrêter, je dirais, sur la colonne de 30 sur 30, mais suivant la nature, voilà la démonstration de mon collègue Sylvain Frindeau, voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc il a déterminé la couche fragile. Dans la couche fragile, il a donné un petit coup de scie sur 10 cm et ça a découpé sur 1,50 m. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un test de propagation et qui est évidemment extrêmement important dans l'analyse du manteau neigeux. C'est comme ça que vous voyez effectivement des plaques. Quelqu'un va toucher à un moment donné la couche fragile avec ses skis, donc très ponctuellement, dans un endroit très précisément, mais la texture, la qualité de la neige fait que à ce point A, ça va découper sur une certaine distance jusqu'à un point B. Donc le risque n'est pas tout à fait le même. Il faut voir aussi quelle quantité de neige ça peut mobiliser sur la couche fragile. Donc voilà, ça on le fait aussi d'une manière hebdomadaire, à plusieurs endroits de la vallée. On communique tous ces renseignements par une application qui s'appelle Varsom Regobs, qui est une application qui a été mise au point par les Norvégiens et qui est partagée par les communes, toutes les communes. Et effectivement, il y a plusieurs acteurs. Il y a la Comcom, mais il y a aussi ATMB pour le tunnel avec Chamonix et puis le département pour le col des Montets. Donc, il y a voilà. Alors, on va pas mettre les choses sur le même plan parce que le tunnel, c'est voilà, hein, puis je pense que c'est pas forcément le débat. On est vraiment dans de la prévention et non pas dans l'organisation. Le tunnel, c'est du privé, c'est pas pareil. Donc pour continuer et finir sur ce que je disais, donc on récolte toutes ces informations sur cette application Regobs et on a effectivement à chaque observation, on a effectivement donc des données précises et lorsqu'il y a une alerte, des remarques de notre part, parce que les tests ont révélé une certaine instabilité. Les communes sont au courant. On réunit ou pas une commission de sécurité. Ces éléments-là sont discutés. On prend la météo du jour et on discute. Effectivement, on décide d'adopter tel ou tel comportement par rapport au risque. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Merci, donc, merci voilà. Monsieur Belge. J'ai dépassé largement mon temps, je suis désolé. Merci Monsieur Belge, cette expérience de terrain là, que vous avez au quotidien dans cette période hivernale. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Gobert. Philippe Gobert, 3e adjoint maire des Ouches et chargé de l'aménagement, sécurité montagne, risque naturel. Bon, Monsieur Gobert, dans la vallée de Chamonix et des Ouches, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment les choses ont avancé depuis 2-3 ans dans ce domaine de la protection et des méthodes et des moyens que vous avez mis en place pour finalement protéger les résidents de la vallée du risque d'avalanche?
Bien, alors je vais essayer d'être un peu plus court que mon collègue. Donc nous, on part sur quand même des enjeux. Hein. C'est tout à l'heure, Robert en parlait. Mieux observer, mieux protéger et mieux prévenir. Hein. Ce sont trois, on va dire trois mots qui sont très importants justement au niveau de la sécurité. Vous avez la télécommande pour faire avancer vos diapos. Ah, d'accord. Donc la sécurité, mieux observer, je vais vous en parler, c'est la mise en place de perches et d'une caméra qui a été mise en place cet été. Dans le cadre de mieux protéger, ça va être le paravalanche, les travaux qui vont certainement débuter en 2024 au niveau du paravalanche. Madame le maire en a parlé tout à l'heure. Et puis mieux prévenir, je pense que ça sera un sujet de discussion aussi, c'est l'automate d'alerte, hein, aujourd'hui qui est depuis plusieurs années qui est en place sur la commune et dans la vallée, qui fonctionne à merveille. Donc on va changer de diapo. Donc voilà, suite, alors je vais vous parler de la mise en place, on en est venu à mettre dans le cadre de mieux observer, après discussion avec les observateurs et les élus des deux communes, des trois communes même, et suite, nous, à une avalanche de 2018 que l'on a eue, et une autre au printemps 2021. Donc nous avons décidé de mettre en place, donc je vais énumérer un petit peu les dates, vous allez voir que on en arrive à une conclusion qui est très intéressante quand même. Donc fin d'hiver 2021, nous avons effectué un repérage en hélico, plus une coupe de neige par le groupe des observateurs niveau que JC parlait tout à l'heure, donc de la compagnie des guides. Le responsable des risques naturels de la communauté de communes de la vallée de Chamonix et le responsable, donc moi-même, de la commune des Ouches. Donc là, on est allé sur les lieux hein, pour voir éventuellement où on pouvait mettre ces quatre. Alors on a mis en place 4 perches qui étaient, on va dire, ça a été un essai. Hein. Donc là, je vous ai marqué les altitudes. On en a mis 2 à 1800 mètres d'altitude et 2 à 2500 mètres d'altitude. L'été 2022, nous avons validé les lieux d'implantation des perches à neige avec Météo France, donc à titre expérimental. Donc toujours novembre 2022, on reste dans la même année. Nous avons installé donc les 4 perches dans le bassin versant du lieu-dit, le Bourgeat. Donc c'est la diapo qu'il y avait juste avant, hein, les 4 perches donc, qui ont été mises en place. Alors bien sûr, je vais parler en même temps du financement de ces perches, qui est quand même intéressante. Hein. C'est pareil, c'est un long parcours aussi. On en parlera aussi tout à l'heure. Donc là, le montant de cette opération qui était chiffré à 10 450 € hors taxe, et on a réussi à avoir donc du fonds Barnier que vous connaissez à hauteur de 50%. Et par contre, là, au niveau de la commune des Ouches, nous sommes à 50% au niveau de la commune pour la mise en place de ces 4 perches. Ça a été un peu pas une première, mais ça a été quelque chose un peu dans la vallée où une des communes, mis à part Chamonix, qui avait déjà quelques perches, donc il a fallu étudier sur la mise en place de ces perches sur une autre commune. Donc voilà, les premières perches avaient été financées, je pense, par la commune de Chamonix. L'hiver 2022-2023, collecte d'infos, donc on voit carrément la photo de droite, là, c'est ce qui retrace un petit peu tout à l'heure ce que vous allez voir JC, où là nous sommes montés dans le couloir Trappier, là, nous sommes au sommet du couloir Trappier à 2800 mètres d'altitude, au printemps, voilà, pour faire un relevé, pour voir un petit peu l'état du manteau neigeux. Donc ça avait été fait donc, par les observateurs niveau de la compagnie des guides. Et puis on peut voir sur la photo de gauche, aujourd'hui les perches qui sont mises en place et ce que ça donne quand on regarde du fond de vallée, enfin du bas des Ouches, à la longue vue. Hein. Donc là c'est pas à l'œil nu, hein, c'est avec une longue vue où on arrive quand même à avoir quand même une hauteur de neige, à savoir que vous voyez il y a du rouge et du jaune, c'est mentionné tous les mètres et le petit bout de bois est tous les 50. Hein, c'est ça, hein, je sais. Scotch normalement. Ça c'est les anciennes, hein. C'est les anciennes ça. Ouais. Aussi. On arrive à 20 cm. Voilà. Sachant du point d'observation, au plus loin on est quand même à 4 km.
de l'implantation de la perche. Voilà, donc c'est quand même intéressant, hein. Donc ça, c'était les 4 premières, hein. Donc en septembre 2023, donc cette année, suite à un état des lieux, donc le... Ah, je vais changer de... Ça y est. Donc suite à un état des lieux, constat de l'endommagement de 2 perches. Donc on voit sur la diapo carrément de droite, hein, voilà, c'était un essai. Ça c'est une perche qui était dans le couloir Trappier où voilà, il y a eu une chute de pierre, hein, même. Donc qui a sectionné, enfin qui a cassé la perche, hein, qui n'a pas sectionné, qui a cassé la perche. Elle est quand même restée, le pied de la perche est resté sur place. Donc, et puis lors de la crue avalancheuse de mai 2023 et des chutes de pierre de l'été 2023. Hein, on parle de neige, mais il faut savoir quand même qu'au printemps, on a aussi là-haut, on a de l'eau qui arrive et puis on a quand même des chutes de pierre, hein, qui descendent tout l'été. Parallèlement, une webcam est installée sur la route d'accès de Merlet, donc afin d'augmenter la fréquence des observations. Donc ça, c'est quelque chose qui est venu après. C'est un financement qui est quand même beaucoup plus élevé. Là, on voit bien donc la mise en place qui s'est faite au mois de juillet. Aujourd'hui, on a une surveillance, on va dire, de la commune des Ouches, plus un couloir qui est sur Tacona. Et on arrive même à voir, je ne sais pas si vous avez entendu parler du lac des Bossons, hein, on en a parlé, on en a parlé aux informations. On arrive à avoir une vue sur le lac aussi des Bossons, hein, donc c'est quand même très intéressant. Et la diapo juste après, voilà ce que ça donne sur la caméra. Alors là, on n'est pas en mode zoom, hein, on peut aller zoomer, on peut quand même aller assez près. Aujourd'hui, on peut observer avec la caméra, on peut observer les perches, hein. Et puis, hop, la dernière diapo. Donc en octobre 2023, réunion avec Météo France pour affiner l'emplacement de 2 perches endommagées. Donc les perches que vous avez vues tout à l'heure, hein, qui ont été cassées, donc il a fallu les remplacer. Et puis fin octobre 2023, avant le mauvais temps, ça c'est juste avant le mauvais temps, hein, qui est arrivé, consolidation des 2 perches restantes et installation de 3 nouvelles perches. Donc ce qui fait un total de 5 perches qui ont été, donc on a remplacé celles qui étaient cassées et on a changé, on a mis des perches, en fait, on les a mis dans une autre situation, hein, dans d'autres couloirs. Voilà, et puis les perches, comme le disait JC tout à l'heure, des perches qui ont été un petit peu modifiées, qui sont un peu plus larges et qu'on peut mieux apercevoir de plus loin. Là, on voit bien que c'est le mètre et le 50 cm qui est représenté par le scotch. Donc le financement de ces perches, aujourd'hui, je crois que je ne vous ai pas parlé du financement de la caméra. Je reviens juste 2 secondes en arrière. Donc le montant de l'opération de la caméra, on peut revenir en arrière, là, M. Bourdet? Oui. Voilà, le fonctionnement de la caméra s'est chiffré à une hauteur de 19 800 € hors taxe. Donc là, on a pu bénéficier d'un fonds Barnier et d'un fonds vert. D'ailleurs, on a été, il me semble, les premiers à pouvoir bénéficier de ces fonds verts qui s'est mis en place en Haute-Savoie. Et puis, donc, on a eu un financement de 20% au niveau de la commune des Ouches. Voilà. Et là, sur le financement de ces donc 3 dernières perches que l'on a changées et rajoutées, donc le montant de l'opération s'est élevé à 8 547 € hors taxe. On a eu un financement du fonds vert de 30% et par contre 70% de la commune des Ouches aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini pour ce qui est la mise en place donc, des perches. Pour nous, ça a été un moyen d'observation. Merci M. Gobert. Intéressant pour les maires qui nous écoutent, là, de voir qu'on peut arriver à trouver des solutions, hein, à se faire financer des opérations, des installations. Et c'est un point essentiel, notamment pour les communes qui sont les moins à l'aise. Et il y en a beaucoup. Alors, je vais passer maintenant à M. Jacot. Je pose une question en essayant de faire en sorte que ces diapos soient visibles. Pendant l'intermède technique, juste indiquer par rapport aux propos de Robert Bolognesi que très clairement sur la commune et sur la Comcom, on est dans une version d'optimisation et optimale. Et effectivement, on accorde toute notre attention aux risques conjoncturels. Et je vais prendre l'exemple de l'épisode en cours. On s'est posé la question samedi de réunir une commission de sécurité parce que
tout dépendait de la remontée de la limite pluie-neige. Donc les quantités d'eau qui sont arrivées, finalement, il a plu très très haut, vite. Donc la neige mobilisable sur les versants susceptibles d'atteindre la route ou des infrastructures n'était pas suffisante. C'est ce qui a fait qu'on a levé la préalerte. Bien, merci de ces précisions. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Jacot, où on en est dans Chamonix elle-même, la commune, puisque vous avez été les premiers à installer quelque chose, des caméras, et comment ça se passe et quels sont les plans à venir? Vous avez la petite pièce pour faire Oui, oui. Donc, je disais, on est dans une version optimum avec 4 stations nivologiques en amont du col des Montées, qui mesure le vent, température et hauteur de neige. Une caméra HD installée à la tête de Chenavier. Et puis, donc, on est dans le Chamonix, le territoire s'inscrit dans le réseau des stations Nivos de Météo France. Et bien entendu, on bénéficie également de tout l'apport des observations de domaines skiables de France. Enfin, de la vallée de Chamonix. Donc, une idée pour la caméra de Chenavier, elle a la particularité d'avoir besoin de sa source d'énergie. Donc, lorsqu'elle fonctionne, puisqu'il y a eu suffisamment de soleil ou que ça a suffisamment dégivré ou que la partie éolienne fournit de l'énergie, on arrive à ce type de vision avec sur la tranche du haut une vision diurne et la vision nocturne en dessous. Donc, c'est une très très grande qualité d'objectif. Il y a des zooms qui sont préprogrammés. Alors ça nous permet soit de lire le terrain lui-même, essayer d'en déterminer le niveau d'enneigement, les accumulations ou pas, que les crêtes aient été très très soufflées par le vent, quand bien même on a les mesures de vent, c'est l'occasion d'en mesurer les effets. Mais également, si on sort d'une forte période de précipitation, c'est pour nous aussi la possibilité de lire l'activité avalancheuse, donc de confirmer ce qu'on avait pu faire en analyse qui précédait l'épisode, mais également de nous dire si une partie des pentes sont purgées, donc partiellement sécurisées pour les épisodes d'intempéries à venir. Alors les perches à neige, 4 nouvelles perches ont été installées sur le secteur de Blétière. Bien entendu, on essaye de déterminer les lieux d'implantation pour pouvoir renforcer, améliorer nos observations et faire donc parvenir des informations fiables. Toute la problématique du déplacement des observateurs sur le terrain est vraiment prégnante. Donc tous les dispositifs qui ne demandent pas d'entretien, qui peuvent être consultés à distance, dès que la visibilité le permet, sont bons à prendre. On a vu que les coûts ne sont pas excessifs. Donc voilà, c'est vraiment un élément important. Alors, en projet, avec les informations que nous faisons remonter, tous les points d'observation, il est clair que un des points déterminants de l'évolution climatique et du réchauffement, c'est de voir comment se comporte la montagne avec les remontées des températures en altitude de la limite pluie-neige. Et ce sont vraiment des points importants et qui nous incitent à re-questionner les points d'intervention sur le plan de déclenchement d'avalanche. Ça commence par une phase expérimentale, c'est-à-dire que le document de PIDA est un document administratif qui est assez poussé, détaillé. Donc nous passons par une phase d'expérimentation pour tester de nouveaux points de déclenchement, souvent avec le moyen hélicoptère plus un déclenchement d'explosifs. Et ensuite, peut-être ou pas, de décider d'implanter de nouveaux dispositifs fixes, type GASEX, sur certaines pentes. Mais donc c'est complémentaire aux études préalables. Hein. Il y a une dimension qui peut être obtenue par rapport au logiciel, mais il y a vraiment l'observation de terrain est très très importante pour déterminer ces nouveaux points potentiels. Et également, vu les informations, la richesse des informations produites par les caméras, donc nous sommes en cours d'études et d'implantation pour pouvoir observer le secteur du Brévent et le secteur des aiguilles de Chamonix. Donc vous l'aurez compris, avec une caméra rive droite et une caméra rive gauche, si possible, avec de l'énergie disponible et du réseau pour transmettre les données qui soient également accessibles.
Merci de ces précisions. Donc là encore, pour les maires qui nous écoutent, les protections peuvent se mettre en place. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, bien sûr, mais c'est un devenir qui est attendu dans beaucoup de mairies. Et le fait de savoir un peu comment ça se passe dans des communes qui sont en avance peut permettre de faciliter la réflexion pour chacun d'entre vous. Alors, nous allons maintenant passer à la... Alors, est-ce qu'il y a des questions à M. Bolognesi, des personnes ici présentes ou des personnes sur le webinaire? Pas de questions dans la salle? Des remarques? Tellement rare que je parle au micro que j'en profite. Non, j'avais plusieurs remarques. Tout à l'heure, j'entendais Robert Bolognesi qui disait il est difficile de trouver des personnes qui pourraient travailler à mi-temps, à quart-temps pour donner ces informations. Je rebondis sur l'intervention de Jean-Claude, Jean-Christophe, sur la situation, c'est que le guide, il est quand même souvent disponible en cas de mauvais temps. Il n'a pas forcément des clients amenés dans l'Alpe et peut-être qu'il est un petit peu plus disponible. Peut-être que ça vaut le coup pour les communes de montagne et des élus qui nous écoutent, de contacter leurs professionnels de la montagne qui pourraient peut-être faire ce travail-là. Et puis, pour recevoir les relevés de la couche d'avalanche, j'appuierai quand même parce que c'est très technique, c'est très intéressant. Il y a des carrés, des ronds, des traits, mais si vous n'êtes pas là pour les interpréter, nous on est un peu comme des crétins. D'où l'importance aussi de mettre dans la boucle des gens qui pourront interpréter les données. Et puis jamais oublier pour les élus que quand le système ne marche pas, quand les remontées mécaniques ne vous permettent pas d'accéder à certaines zones, quand on est en difficulté, eh ben, ce travail d'année en année vous a donné beaucoup de connaissances qui est utile à la décision si on ne peut pas se rendre sur place. Et cette connaissance, elle s'enrichit d'année en année, et de saison en saison, et c'est important de bien la partager.